Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Voici les titres de l'actualité ce soir. Nous parlerons en ce lundi, premier lundi de l'année 2017 du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Les travaux ont été lancés. Nous évoquons encore le sujet ce soir. Pierre Sissoko est allé à la rencontre des bénéficiaires. Nous entendrons quelques-uns d'entre eux dans cette édition. Début à Paris, ce lundi du procès des biens mal acquis face au juge Théodoring Nguema, le fils du président équato-guinéen. Nous évoquons également le sujet ce soir. Enfant de l'humour, la bande à Badamassi était hier devant les femmes au palais des congrès de Lomé du rire pour bien commencer l'année. Il y en avait donc hier au palais des congrès de Lomé. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir et excellent début de semaine à tous. C'est la toute première semaine de cette année nouvelle 2017. Une fois encore, nos vœux les meilleurs pour cette année nouvelle avec plein de succès dans la réalisation des différents projets lancés au profit de la population. Tenez, le PUDC par exemple, le programme d'urgence de développement communautaire sur le terrain. Comment cela s'exprime concrètement? Eh bien, Pierre Sissoko est allé à la rencontre des bénéficiaires. Voici son reportage. Ici commence le tronçon à Saon à Bélouvé. Il y a encore quelques jours, emprunter cette piste reste un véritable chemin de croix. Mais depuis le démarrage du chantier, c'est un ouf de soulagement. Et ce sont les usagers qui l'expriment. Notre route de Azanou jusqu'à Gapé, c'est catastrophique à cause des trous. Bon, moi je suis Zedman. Auparavant, on prend une personne à Azanou jusqu'à Gapé, c'est 1000 francs. C'est à cause de la route. Maintenant, on prend même jusqu'à Gapé 2500. Parce que la route n'est pas bonne. Et maintenant, on est en train de construire notre route. Voyons que comment ils ont débuté, ça déjà ça nous donne aussi une joie totale. Puisque dès de Azanou jusqu'à chez nous maintenant, on prend seulement que le devis comme on prenait, ce serait moins. Et pour qu'ils jouissent et vite de la réalisation des pistes, les entreprises mettent les bouchées doubles. Nous avons pour mission d'effectuer les travaux de reprofilage et les travaux de construction d'ouvrages d'assainissement sur 15 km. Alors actuellement, là où nous sommes en train d'effectuer des travaux de terrassement. Des travaux de terrassement qui consistent dans un premier temps à faire un débroussaillage mécanique et ensuite à traiter les zones de purge comme vous êtes en train de le constater. Et après cette phase, nous allons essayer de cibler avec la mission de contrôle et les différentes zones où nous estimons que les ouvrages doivent être positionnés. Pour la première phase de ce volet du PUDC, 406 km de pistes rurales vont être réalisées à travers les 5 régions économiques du pays. Objectif, faciliter l'accès aux services sociaux de base. Un peu plus d'un mois après le démarrage des travaux, la coordination du projet est en visite sur les chantiers. Un peu partout, les travaux préliminaires ont largement avancé. Après le dégagement des bandes latérales, s'en suivra l'élargissement des pistes comme ici sur le tronçon Tchamba, Cricri, Kazakali, frontière Bénin. Le volet piste rurale a mobilisé plus de 11 milliards de francs CFA et implique des acteurs à de différents niveaux. Sur ce chantier qui prend en compte les localités de Namon, Guérékouka et Kidaboum, les autorités locales veillent au grain quant au bon déroulement des travaux. De Guérékouka cap sur la région des Savanes. Le tronçon que voici fait partie des 113 km retenus pour cette zone. Il part de Tandjoua
et débouche sur la frontière Togo-Ghana. La réalisation de ce tronçon, à le voir, devra augmenter le volume des activités économiques des communautés bénéficiaires et faciliter leur mobilité. Parvenir à une plus grande mobilité des biens et des personnes, chose possible. Et déjà, on le constate, les pistes, une fois réalisées, vont donner accès aux centres de santé et de formation, élargir le réseau d'activités commerciales et interconnecter les communautés entre elles. En attendant les autres phases du PUDC, les engins continuent par tourner pour livrer les ouvrages dans le temps. Et voilà, des travaux dont la réalisation tient compte sans doute du respect de l'environnement. Pour l'ONG Eaux-Vives, eh bien c'est la norme, c'est une valeur même aujourd'hui partagée, comme vous allez voir ici, lors de ce forum à Kara. Nestor Mozo pour le reportage. Selon une étude réalisée par l'ONG Eaux-Vives, 80% des terres sont dégradées dans la région de la Kara. Selon la même enquête, cette région connaît une déforestation avancée due à la surconsommation du charbon de bois. En 2000, par exemple, la consommation du charbon a été estimée à 14 852 tonnes. Pour tenter d'inverser la tendance, Eaux-Vives a conçu le projet renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols avec un financement de l'Union européenne. Le projet a été mis en œuvre pendant 3 ans dans 50 villages de 10 cantons des préfectures de la Kosa et de la Bina. Il est arrivé à sa fin et pour partager les activités du projet et les résultats qu'il a engendrés, l'ONG Eaux-Vives a jugé judicieux de passer par ce forum. C'est les communautés même qui ont fait le travail. On les a organisées, les structures locales, on les a redynamisées, on les a équipées, on les a formés sur les techniques améliorées. Les résultats, on a plus de 200 hectares de forêts qui ont été mises en place. On a plus de 800 hectares de sols qui ont été restaurés par les techniques de diguettes, etc. On a essayé de faire en sorte que les gens aient moins de pression sur l'environnement. Et donc, on les a amenés à faire des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de carbonisateurs qui ont cessé le travail pour faire d'autres activités comme l'élevage, etc. Le forum a été couplé d'un stand d'exposition qui a permis aux participants de toucher du doigt les résultats auxquels est parvenu le projet renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols dans les préfectures de la Bina et de la Kosa. L'été providentiel fini, bien fini. Aujourd'hui, il faut batailler dur pour s'arracher son emploi ou le garder devant le besoin de nouveaux métiers se créent avec parfois ou bien souvent une exigence de formation. Ce soir, allons la découverte de quelques-uns de ces nouveaux métiers et avec quelle formation professionnelle. C'est une question, les éclairages à Dafa Paka. Certains diront que le marché de l'emploi de tous les indicateurs, c'est le seul qui reste constamment au rouge. Dans le récent rapport du programme de stratégie nationale de l'emploi des jeunes, ils sont 1,5 million sur le marché de l'emploi pour une population totale de 2,1 millions compris entre 15 et 35 ans. Une situation pas du tout réjouissante qui prévaut depuis une vingtaine d'années. Et elle n'est pas singulière au Togo. Le diagnostic du problème commence par les universités et instituts de formation de la place. Nous sommes sur le campus universitaire de Lomé. Innocente et ses copains n'ont pas cours. Ils consacrent leur temps dans l'amorosité ambiante du marché du travail à causer sur leur avenir. Personne ici ne peut me dire que lui, la formation qu'il récupère ici ou bien qu'il reçoit ici lui permet absolument
trouver un emploi qui réponde à sa formation. Je pense que le gouvernement fait déjà assez d'efforts pour notre éducation, mais je souhaiterais qu'ils en fassent davantage pour que nous recevions une formation de qualité qui puisse nous permettre de bien nous insérer dans le domaine de l'emploi. Le marché de l'emploi évolue et exige de nouvelles compétences. Des compétences pratiques pour faire face aux nouveaux métiers. Le Togo s'éveille à la problématique des structures de formation professionnelle se créent pour amener les jeunes à être en phase avec les mutations qui s'opèrent sur le marché de l'emploi. Pour nous en rendre compte, direction Zone Franche. Au cœur de cet environnement, le Centre de formation aux métiers industriels, CFMI. Le CFMI, c'est former les jeunes après le baccalauréat pour leur donner la capacité d'être opérationnels et d'être une main-d'œuvre qualifiée pour accompagner le développement du tissu industriel togolais. Aujourd'hui, c'est le seul centre de la sous-région qui puisse accompagner les pays dans le développement industriel. De la direction du CFMI, nous voici dans les ateliers. Première étape, la soudure chaudronnerie. Ici, nous avons affaire avec les apprenants. Quand j'avais eu le bac, je voulais intervenir dans l'enseignement et j'ai choisi de faire l'histoire. Mais d'après tout, j'ai su que la décision que j'avais prise n'était pas la bonne. Donc j'ai su finalement que ceux qui sont aujourd'hui dans les domaines industriels gagnent mieux. Et je vois que la formation que ce centre m'offre me permettra de gagner très rapidement dans un an ou 2 ans ma vie. 5 différentes filières se partagent les ateliers de ce centre où se modèle l'avenir de 80 élèves. Et chaque élève fait preuve de conscience et espère sortir d'ici nanti d'un brevet professionnel. Bon, ici, là... On dit au CFMI, c'est ce qu'on dit fort, un diplôme, un métier et un salaire. C'est-à-dire la capacité du pays de pouvoir mettre les jeunes à disposition du monde industriel. Le secteur industriel est bien connu, le plus pourvoyeur d'emplois. Mais selon la Banque mondiale, ce secteur représente en Afrique subsaharienne moins de 3% du total des emplois. Le gouvernement ne baisse pas la garde. De nombreuses trajectoires sont aujourd'hui ouvertes vers des emplois productifs. Nous pensons réellement qu'une revue totale des programmes de formation faciliterait l'insertion de ces jeunes. Mais c'est des actions de longue haleine. C'est des actions qui s'inscrivent dans la durée. Mais aujourd'hui, il y a un stock de jeunes sur lequel il faut travailler et nous mettre tout l'accent sur la chose. Donc, c'est des actions parallèles qui doivent se mener. L'une qui nous demande de revoir en profondeur les différents programmes pour que nous puissions avoir des jeunes qui peuvent facilement s'insérer sur le marché du travail. Mais il y a également cette action qu'il faut accompagner, qui nous permet d'accompagner des jeunes qui sont déjà formés. Refonte de l'enseignement professionnel et développement des mécanismes de facilitation et d'accompagnement, le gouvernement en est conscient et veut matérialiser au plus vite ses ambitions d'accélération de la croissance et de la réduction sensible du taux de chômage et de sous-emploi, comme prévu dans la SCAP, à savoir 24,3% en 2017. Du matériel pour les agriculteurs dans la région de la Kara, des palettes de stockage et des attelages de charrues. La cérémonie de réception marque la fin d'un projet, le projet d'appui au développement au Togo, le PADAT, le récit de Nestor Bozo sur place.
Sur financement du FIDA, des magasins de stockage ont été construits au titre du projet d'appui au secteur agricole au Togo. Pour un stockage respectant les normes requises, le PADAT a fait fabriquer des palettes pour équiper ces magasins. Les régions Savane, Kara et Centrale se partagent 11 889 palettes d'une valeur de 664 millions de francs CFA. Ce matériel vient d'être réceptionné par les directeurs régionaux du ministère de l'Agriculture et remis aux bénéficiaires. La remise officielle de palettes pour pouvoir équiper ces magasins dans le but d'amener les producteurs à utiliser ces magasins à bon escient, dans le but d'empêcher les producteurs à garder les produits pendant la période d'abondance, dans le but d'amener les producteurs à donner une plus-value à leurs produits pendant la période de soudure. Le PADAT comporte un volet culture atelier au profit des producteurs des régions Kara et Savane. Des attelages de charrues ont été aussi fabriqués pour accompagner ces producteurs. Ils viennent également d'être réceptionnés. Un paysan qui a déjà l'attelage, rapidement, lui, il laboure sa parcelle, et il se dégage, et comme ça, il peut aider les autres paysans en faisant la prestation de service. L'attelage de la charrue est composé d'un corps labour, d'un bâti qui comporte la roue, le régulateur et le mancheron. L'ensemble forme la charrue et est traîné par une paire de bœufs pour faire le labour à plat. Il y a d'autres paysans qui utilisent le labour à plat et semer en ligne. Après, ils vont prendre le corps buteur pour changer le corps labour et aller faire les billons sous les plants. Dans la région des savanes, ils utilisent directement le corps buteur. Ici, par exemple, à Bassas, Sarakawa, ils utilisent la charrue avant d'utiliser le corps buteur pour faire les sillons sous les plants. Au total, 200 attelages de charrues ont été montés. Cela représente une somme de 34 800 000 francs CFA. La santé et la prévention contre les IST, VIH, SIDA, quelle stratégie pour amener les jeunes et les adolescents à avoir des comportements sains face à la maladie? Eh bien, la sensibilisation semble le meilleur moyen de prévention. Ici, vous allez le voir, les pères éducateurs et les superviseurs sont mis à contribution. Comment pour les précisions? Au moins 9500 jeunes et adolescents des quartiers Akoresewa, Bagida, Adamavo, Kagome, Adapame, pour ne citer que cela, dans la zone portuaire pourront connaître leur statut sérologique d'ici à juin 2018. Telles sont les ambitions de l'ONG SIDA Togo dans la mise en œuvre de son projet d'intensification de l'accès des populations à l'information et au dépistage des IST VIH-Sida. Il s'agit d'amener les populations à de meilleures conduites à tenir. Et pour réussir cette mission, elle ne peut s'appuyer que sur les pères éducateurs et les superviseurs. Ceux-ci renforcent leur capacité sur les techniques de communication interpersonnelle. C'est pour les outiller de comment convaincre les populations à pouvoir faire leur dépistage, à pouvoir s'engager dans la lutte contre les IST et VIH-Sida dans leur communauté, afin que d'ici 2020, nous puissions vraiment avoir une génération sans sida. Par rapport aux activités de la zone portuaire, étant donné que c'est une zone cosmopolite, nous avons toujours cette réticence par rapport au VIH-Sida et aux infections sexuellement transmissibles. L'initiative reçoit l'adhésion de l'entreprise EFAGE Génie Civil en charge de l'exécution des travaux du projet d'aménagement urbain du Togo
PAUT2. Celle-ci estime que pour bénéficier des infrastructures qu'elle construit, les populations doivent être en bon état. La population, d'abord, il y en a beaucoup qui participent aux travaux. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Et le travail est fait pour que la population puisse en profiter après. Donc il faut qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir profiter de ces ouvrages-là. Et c'est pour cela que ça nous intéresse en tant que côté social, même des travaux qu'on est en train de faire. Pendant 5 jours, ces pères éducateurs seront outillés en technique de diagnostic, de dépistage et de prise en charge, de sensibilisation sur les moyens de prévention et autres. Ils pourront ainsi être des relais d'information auprès des populations. Et c'est un sujet de préoccupation pour tout le monde, y compris les enfants. Au Conseil consultatif national des enfants, on en parle aussi, pas de sida tout à fait, mais plutôt la santé sexuelle. Tout s'apprend. Yves Agovivi. Selon les statistiques au Togo, 17,3% de grossesses sont précoces et 7,3% des filles mères ne sont pas encore majeures. 7% des femmes de 15 à 49 ans mariées l'ont été avant l'âge de 15 ans. Un constat alarmant selon l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF, qui, avec le soutien financier de l'Union européenne et Plan international, a initié la formation des enfants membres du Conseil consultatif national des enfants du Togo. Question de renforcer leur participation aux initiatives de plaidoyer en faveur de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Nous allons leur parler du genre. Le genre, nous allons leur parler de leurs droits en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. On parlera de l'éducation sexuelle complète. Quand on parle de l'éducation sexuelle, les gens pensent que c'est seulement le sexe ou la reproduction. C'est au-delà. Donc, il y a tout ce qui tourne, par exemple, la confiance en soi. Ça fait partie de l'éducation sexuelle. Et comment éviter les relations sexuelles forcées. Tout cela, nous allons parler de ça à ces jeunes. Au total, 25 enfants participent à cette formation de 3 jours. Formation qui doit leur permettre d'améliorer leurs connaissances en matière de leurs droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive et de prendre leurs responsabilités dans la réalisation des dits droits. Nous l'avons appris en début de soirée, l'incendie à la cathédrale de Lomé. L'information a vite été relayée par les réseaux sociaux. Le feu est vite maîtrisé, pas de victimes, ainsi que vous allez l'entendre, le confirme le directeur des sapeurs-pompiers, le colonel Agoro Tchandile, que nous écoutons au micro de Yves Abuvi. Sapeurs-pompiers ont été alertés ce jour autour de 16h44 pour un feu aux environs de la cathédrale. Tout de suite, les premiers secours se sont portés à l'endroit et se sont retrouvés face à un feu qui était parti de ce qu'on appelle la salle de sacristie. Pour le moment, on ne connaît pas l'origine du feu, mais on soupçonne un court-circuit dans le compteur qui a entamé les habits qu'on a déposés dans le vestiaire et qui se propageait par les escaliers vers le bas. Donc un feu très difficile. Je voudrais dire à l'endroit de toute la population, ceux qui étaient là comme témoins, que les gens disaient qu'il n'y avait que du feu, il n'y avait que du feu. À partir du moment où on voit du feu à l'extérieur d'un bâtiment aussi grand que celui-là, c'est que c'est déjà trop tard. Le feu est déjà trop grand. Pour les sapeurs-pompiers, il ne s'agit pas de mettre de l'eau sur la fumée que les gens voient à l'extérieur. Il faut mettre le feu sur l'origine du feu. Sur l'origine. Voilà, il faut donc faire une reconnaissance et établir. D'une part, nous saluons l'appui, le soutien de toute la population chaque fois qu'il y a un sinistre. Mais ce qu'il y a à déplorer,
c'est l'encombrement que le trop nombre de gens peuvent donner aux secouristes pour faire le travail au mieux. Donc, trop d'encombrement fait que les secouristes n'arrivent pas à exécuter le travail qu'il faut. Et d'une part, les gens, quand ils arrivent pour aider, à partir du moment où ils voient que les secours sont en place, ils n'ont qu'à céder et laisser la place aux secouristes. Le fait a été maîtrisé en 45 minutes. Et on déploie des dégâts et des dommages matériels uniquement que seuls les responsables de l'Église pouvaient évaluer précisément. Voilà, donc le colonel Tchandile Agoro, le directeur du corps des sapeurs-pompiers, à propos donc de l'incendie déclaré à la cathédrale de Lomé, incendie vite maîtrisé, vous l'avez entendu. Il est 20h22 minutes à l'étranger en France, notamment en France, c'est ouvert ce lundi le procès des biens mal acquis, procès à Paris dans le box des accusés pour cette première, Théodorine Obiang-Nguema, le fils du président équato-guinéen. Le procès à l'image ici dans ce reportage. Ce jour-là, ces voitures de luxe étaient si nombreuses que pour les transporter, il avait fallu 3 remorques comme celle-ci. C'était en septembre 2011. La justice française saisit une petite partie d'une immense fortune, celle de Théodorin Obiang, aujourd'hui vice-président de Guinée équatoriale et fils du chef de l'État. Avenue Foch, l'une des plus chères de Paris, il possédait aussi cet hôtel particulier, transformé depuis en ambassade. 4000 mètres carrés avec discothèque, salle de cinéma, robinet plaqué or et des œuvres d'art, valeur estimée près de 150 millions d'euros. Mais selon plusieurs associations, ce patrimoine aurait été bâti frauduleusement en Guinée équatoriale. Elles ont obtenu l'ouverture aujourd'hui du procès des biens mal acquis pour corruption et blanchiment d'abus de biens sociaux notamment. Les juges ont pu tirer tout le fil rouge leur permettant de démontrer que tout ce patrimoine immobilier, ces voitures, ces montres, avaient été acquis par des moyens illicites, c'est-à-dire en puisant où? Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Théodorin Obiang ne s'est pas présenté à l'audience. Pourtant, en 1998, il était bien moins discret. Le voici paradant sur les Champs-Élysées, fier de ses dépenses somptuaires. 30 costumes de couturier en une journée. 127 000 francs. Ou des montres de collection, dont celle-ci à 20 000 euros. C'est raisonnable, compris. Théodorin Obiang aurait profité de son poste de ministre de l'Agriculture et des Forêts pour détourner des centaines de millions d'euros via une société dont il avait le contrôle. Mais selon son avocat, l'enrichissement n'a rien d'illégal. Tout ce qu'il a fait est parfaitement licite parce qu'en République de Guinée équatoriale, il est tout à fait légal d'occuper des fonctions, fussent-elles ministérielles, et d'être actionnaire de sociétés de droit privé qui contractent avec l'État. Théodorin Obiang encourt 10 ans de prison et 50 millions d'euros d'amende. Son avocat demande un report du procès. La décision sera rendue mercredi. La suite est ce communiqué de la HAC, la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a prêté serment devant la Cour suprême le 9 juin 2016. Après l'élection de son bureau le 16 juin, elle a pris fonction le 20 juin 2016, plaçant sa mission dans une démarche d'apaisement, de dialogue, d'éducation, de partenariat, de méditation voilà, avec les professionnels de la presse. Cet esprit de confraternité a été malheureusement interprété par certains directeurs de publications et de médias audiovisuels comme une période de faiblesse, voire de démission de l'instance de régulation de la communication au Togo. Ils se sont ainsi
livrés à des violations répétées des tests régissant la profession, foulant au pied les règles d'éthique et de déontologie que les professionnels se sont librement dotés en gage de bonne foi après la dépénalisation totale des délits de presse en 2004. Nombreux sont ceux qui ont excellé dans l'ère de la désinformation, de l'insulte systématique et du dénigrement gratuit. D'autres ont simplement choisi d'ignorer délibérément, voire de refuser de satisfaire aux droits des citoyens à la protection de leur dignité, s'illustrant dans les attaques personnelles et allant jusqu'à refuser d'accorder les droits de réponse aux victimes de leurs actes. La haute autorité condamne fermement toutes ces dérives qui jettent le doute sur les intentions réelles de cette catégorie de journalistes. Elle interpelle instamment toutes les organisations et associations professionnelles de presse et de la communication à inscrire leurs membres dans la logique d'une presse libre et responsable, soucieuse comme le stipule le Code de la presse du respect, notamment de la déontologie en matière d'information et de la communication, de la dignité de la personne humaine, du pluralisme des courants de pensée, d'opinion, des impératifs de la défense nationale et de la sécurité, des besoins du service public, de la nécessité du développement d'une industrie de production audiovisuelle ou à défaut, la loi s'appliquant désormais dans toutes ses rigueurs. Il y va de la dignité et de la responsabilité d'une profession dont le crédit semble très fortement entamé depuis plusieurs années, depuis déjà auprès de la population. Par ailleurs, la haute autorité déplore le refus systématique des acteurs de la publicité, de l'affichage à se soumettre à la réglementation en vigueur en faisant fi du visa préalable de l'instance de régulation sur le contenu des messages publicitaires. Enfin, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication tient à féliciter les journalistes et autres professionnels de la communication des secteurs publics et privés qui ont maintenu le cap de la qualité du professionnalisme en refusant de tomber dans le sensationnel et la facilité. Il les encourage à poursuivre et à préserver dans cette voie de l'honneur et à persévérer dans cette voie de l'honneur et de la noblesse d'une profession qui fait la fierté de ceux qui la pratiquent avec responsabilité. Le président de la HAC tient à adresser ses vœux et ses remerciements à toutes les institutions, le président de la République, les ONG, les représentations diplomatiques et autres personnalités qui, à des degrés divers, ont manifesté leur solidarité et encouragement à plus de professionnalisme et de responsabilité à la presse togolaise. Il se réjouit de la confiance qui est faite aux médias à travers l'instance de régulation communiquée signée donc du président de la HAC. Cela dit, cette question dans l'actualité aujourd'hui, cette interrogation sur notre quotidien, peut-on vivre aujourd'hui sans son téléphone portable? Pas si sûr. Esther Laclé a rencontré quelques utilisateurs. Et bien voici ce qu'ils en répondent. Dossier signé Esther Laclé donc. Une journée sans téléphone mobile, autant demander l'impensable et tenir à l'impossible une majorité de personnes. C'est devenu un outil indispensable et incontournable dans le quotidien. C'est avec le portable que je fais les affaires ou autres là. Donc sans le téléphone, je ne sais pas. Moi je vends les chaussures. Donc du coup avec les taux des chaussures, j'essaie de publier ça à mes amis. Donc du coup ça passe vite quoi. Le marketing passe vite. En 2010, le téléphone mobile atteignait la barre symbolique des 5 milliards d'utilisateurs. Une croissance explosive accompagnée de l'apparition d'une nouvelle névrose qui est la nomophobie, qui est la peur d'être séparé de son téléphone portable. Si tu passes toute une journée sans ton portable, bien sans avoir allumé ton forfait internet, tu pourrais enregistrer jusqu'à 2000 messages par jour. Donc le mieux c'est
c'est de se conformer, quoi. Moi, je peux pas. Pour dire vraiment, je peux pas passer une seule journée sans mon portable. Parce que c'est toute une famille que j'ai ici, quoi. Je peux pas. Même si j'ai pas de connexion, si j'ai la main comme ça, là, je me sens bien, quoi. Si j'ai rien fait, je reste toute la journée sur mon portable. Non, je peux pas passer toute une journée sans mon portable. Parce que c'est utile pour moi. Tout d'abord, mon portable, c'est mon ami. Donc, avec mon portable, je fais tout. J'effectue des travaux de recherche, hormis WhatsApp. Être accroché à son smartphone, comme le fumeur à son paquet de cigarettes, stressé à l'idée d'être hors zone, sont les signes d'une addiction numérique. 60% de Togolais consultent leur téléphone au réveil, 30% les dégainent entre 10 et 25 fois par jour et environ 15% 50 fois par jour. Constance Osoulo, chef d'entreprise, est l'une de ces personnes qui ne voit pas l'utilité des portables. Le téléphone cellulaire, c'est un ennemi, j'aime pas ça en fait, et je m'en sors très bien sans ça. Et puis, habituellement à Montréal, je peux travailler, je peux rester toute une année sans un téléphone cellulaire. Et quand vous m'écrivez par courriel, vous envoyez un email, je peux répondre dans une heure. Mais quand vous m'appelez, vous me laissez un message, je vous reçois un appel dans un mois. Donc je peux m'en passer, le téléphone cellulaire, c'est pas absolument nécessaire. Et je m'en sors très bien, le téléphone fixe au bureau et à la maison, ça fait mon affaire. Et pour un meilleur rendement dans son entreprise, les téléphones portables sont interdits aux heures de service. On essaye d'inculquer aux employés locaux des habitudes de travail et pour qu'ils soient plus productifs, donc pour qu'ils ne perdent pas du temps pour faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Et genre, lorsqu'on arrive le matin, on prend le téléphone de tout le monde, on met dans un sachet, et puis c'est dans un tiroir, c'est fermé à clé, et à midi, aux heures de pause, on donne aux employés le téléphone. Ça évite de faire du WhatsApp pendant qu'on va travailler, parce que nous, on perd de l'argent si les employés ne sont pas concentrés. Et également, au niveau du service à la clientèle, ça baisse au niveau de la réactivité des employés s'ils sont occupés à faire des affaires comme aller naviguer sur Facebook ou faire du WhatsApp. Si le téléphone portable occupe beaucoup de place dans le quotidien des Togolais, c'est parce qu'il sert plus qu'à passer des appels. Ce sont les services de messagerie instantanée et les textos qui constituent l'activité principale. Les Togolais préfèrent même utiliser les applications les moins onéreuses comme Skype, Viber, WhatsApp au détriment des traditionnels SMS. L'homme se connecte en moyenne 100 000 heures à l'échelle d'une vie. Un temps qu'on pourrait exploiter autrement sans oublier l'exposition des yeux à l'écran. Mais au-delà de ces inconvénients, les téléphones mobiles sont des outils qui servent énormément dans le quotidien de ses utilisateurs. Et direction va terminer par là, le palais de congrès de Lomé en prestation hier, la bande à Gbadamassi. Il n'y a pas mieux que l'humour pour commencer une nouvelle année. Ça y est, c'est fait. Le récit, Ramdan Bassina. Commence dans l'humour ici au palais de congrès de Lomé sur l'initiative de Badass Production. Du rire, rien que du rire toute la soirée en compagnie des artistes pétris de talent. Pendant un moment, tristesse, peurs et soucis se sont envolés pour faire place à la joie de vivre ensemble afin d'entamer la nouvelle année positivement. Cette année, l'artiste invité Wallace, venu de la Côte d'Ivoire,
salue le niveau élevé de l'humour au Togo. Le Togo m'a marqué, les Togolais m'ont marqué, les Togolaises encore plus, et le public, extraordinaire public. Vous savez, je ne veux pas vous cacher que quand je voyais le passage des autres artistes, que je voyais des gens du public discuter avec les artistes, j'ai eu peur au début. Je me suis dit, est-ce que ceux-là vont me laisser parler? Et au fait, j'avais peur de leur rentrer dedans, tu vois. Mais quand je suis rentré dans le premier, que j'ai vu que le public arrive, tu as remarqué que je me suis lâché. J'attendais même que quelqu'un parle. C'était ça que je voulais même après. Et puis moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est que Gbadamassi, nous l'avons attendu et nous voyons qu'il revient. Et il a une touche aussi spéciale parce que nous avons vu des gens comme nous l'avons l'habitude de suivre sur le canal. Par exemple, le cas de Wallace qui a fait son déplacement et qui a mis vraiment un clou. L'initiateur de la grande chancellerie de l'humour, Agleta Kokou alias Gbadamassi, se dit comblé. Ils ont un spectacle d'humour en début d'année. Je crois que c'est dans l'objectif de permettre à la population de démarrer l'année dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bonne humeur. L'édition 2017 de la grande chancellerie de l'humour est placée sous le thème de la protection de l'environnement. Un thème cher à l'organisateur qui entend toujours passer par l'humour pour induire des comportements positifs face aux défis liés à la protection de l'environnement. Et voilà, c'est tout en humour qu'on referme cette édition. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Une fois encore, bonne et heureuse année 2017.